Yeah. Bonsoir tout le monde. Très content de vous voir ici à la fin d'une longue journée. Vous avez de l'endurance visiblement. Pendant cette présentation, on va parler de Murex, éditeur de finance basé à Paris, et plus particulièrement un retour d'expérience sur notre utilisation de Java. On va parler des défis et contraintes d'un grand éditeur de logiciels. On va donner une idée des problématiques de Murex aujourd'hui. Le cycle de développement qu'on utilise pour atteindre nos objectifs. Et finalement, tant qu'on va parler de technique, on va parler de Java, il y a un message important, c'est que pour réussir, à notre avis, il faut un mélange de techniques, d'approche industrielle et d'agilité. Qui sommes-nous? Jean-Pierre Daché, Chief Operations Officer à Murex, une grande expérience dans l'industrie avant d'arriver à Murex, qui est actuellement en charge de la chaîne de production à Murex et plus particulièrement l'excellence opérationnelle. Voilà. Bonjour. Si je peux juste dire deux mots pour ceux qui étaient l'heure précédente dans la salle A, je ne sais pas s'il y en a. Bon, on va essayer de faire une présentation aussi attractive, mais le challenge est très haut. La barre est haute. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter de plus en ce qui me concerne. Je vais laisser Greg avancer. Donc, Craig Morrison, le joli accent vient d'Écosse. Longue expérience faisant tout ce qui est développement, architecture, manager, et plus particulièrement à Murex maintenant, le suivi des développements transverses, c'est-à-dire comment faire fonctionner plusieurs équipes ensemble, plus particulièrement utilisant Java. Donc, qui sommes-nous? Qui est Murex? Qui connaît Murex ou qui a entendu parler de Murex? Oh, bien. À ce moment-là, on va aller rapidement sur les prochaines slides. Donc, éditeur logiciel dans le domaine des marchés des capitaux, donc dans la finance. 25 ans, même 26 ans, on commence à être une grande entreprise, 1500 salariés, plus de donc 11 bureaux, et avec un chiffre d'affaires qui est très bien réparti entre l'Europe, les Amériques et l'Asie. 200 sites, beaucoup d'utilisateurs, fréquemment mentionnés en tant que leader dans notre segment de marché, faisant partie du Magic Quadrant de Gartner. Qu'est-ce que ça veut dire développement à Murex? Ça veut dire plus que 200 développeurs qui travaillent sur la plateforme MX3. C'est le nom de notre produit. 13 millions de lignes de code, historiquement développées en C++, mais avec le temps de plus en plus en Java. Et on va voir comment on utilise Java. Vous avez entendu sûrement, il y a une grosse crise de finance en ce moment. Ça nous impacte fortement. C'est-à-dire qu'il y a une demande vraie de la part de nos clients pour s'adapter aux nouvelles conditions du marché, avec des nouvelles réglementations financières pour faire face à des problèmes dans la crise. On est dans la finance, donc pas de surprise. La question de performance, la question de fiabilité et l'utilisation des technologies pour faire face à ces défis est très important. Donc il faut évoluer en permanence, soit au niveau des technos, soit au niveau des méthodes de développement.
En termes de les défis techniques de la plateforme, on peut parler de support de multiples plateformes et de multiples bases de données. Une question de volumétrie qui est très importante en termes de volume, en termes de performance, en termes de throughput, et en termes d'un accès concurrentiel par beaucoup d'utilisateurs qui vont accéder aux produits en contemporain. Évidemment, la performance est clé et il faut être résilient à tout prix. Il ne faut pas perdre les données. Donc, ici, on a listé ce qu'on considère comme 4 facteurs clés de succès. La première chose, c'est la compréhension des besoins clients. Évidemment, c'est quelque chose de fondamental dans le logiciel qu'on oublie souvent. Cela dit, on ne va pas parler de ça pendant cette présentation. On va plutôt parler des 3 autres facteurs, qui sont quelle est l'architecture qu'on a mis en place pour répondre à des défis et des contraintes. L'aspect de pouvoir livrer d'une façon prédictible, parce qu'à la fin, c'est de ça qu'il s'agit face à nos clients. Et comment intégrer l'aspect d'agilité là-dedans et comment combiner tout ça pour livrer, pour satisfaire nos clients. Donc, premier point, on va regarder l'architecture et la plateforme. Donc, ce que vous pouvez voir devant vous, c'est une architecture 3 tiers relativement classique, avec peut-être quelques particularités qu'il faut souligner. Première chose, c'est que il n'y a pas de procédures stockées. Donc la logique SQL est clairement dans la tiers applicatif. Côté client, on a des fortes contraintes par rapport à des utilisateurs qui sont connectés en distance, c'est-à-dire on peut avoir les serveurs installés par exemple à Paris et avoir des utilisateurs connectés à Singapour ou à Tokyo. Et donc à ce moment-là, le sens avoir un client léger prend tout son sens. Et donc on est particulièrement on fait particulièrement attention à ce point dans l'architecture. Après, dans l'application tier, dans le tier applicatif, on sépare 2 aspects. Un aspect de purement business, c'est-à-dire les calculs, comment se font les calculs. Et après, un aspect qu'on appelle le sequencing ou de communication, c'est-à-dire comment scaler les systèmes pour répondre aux besoins de performance. Il faut que l'architecture soit adaptée pour pouvoir répondre. On doit être en position d'ajouter plus de machines pour avoir une meilleure performance. Et donc, on parle de 2 types de scalabilité. On parle de scalabilité horizontale, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter plus de machines et d'augmenter le throughput. Et une scalabilité horizontale, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter plus de corps pour avoir une meilleure performance. Donc, par rapport à ces différents aspects, on va aller un peu plus dans le détail. En termes de tiers applicatif, il y a une couche fonctionnelle, c'est-à-dire gestion des transactions, tout ce qui est calcul financier, qui est la base du système, avec aussi l'interfaçage avec des systèmes externes. Et en termes d'infrastructure, une couche qui est développée totalement en interne, qui permet de faire communiquer les différents
différents services, les différentes fonctionnalités de la plateforme ensemble et de les coordonner. La base de données a déjà mentionné que tout l'état applicatif est stocké dans la base de données qui permet la résilience dans la plateforme by design. Et le client léger finalement est en Java Swing. On est dans les matériels modernes, c'est-à-dire des multicœurs multithread avec de plus en plus d'utilisation de GPU pour des besoins d'optimisation de calcul. Et on voit dans certains cas, on peut avoir des véritables des gains impressionnants de performance. Les deux langages principaux qu'on utilise sont de Java et de C++, avec d'OpenCL pour des calculs sur les cartes graphiques et une utilisation relativement réduite de Python. Alors, si on prend les deux langages principaux, Java et le C++, comment ça s'organise? D'abord, la separation of concerns, la séparation des préoccupations, est sacro-sainte dans la plateforme. Donc, tout ce qui est calcul est en C++, tout ce qui est stockage est une couche applicative, la présentation est une couche applicative, et l'orchestration et distribution est totalement séparée de la partie calcul. Donc, le C++ qui représente la partie C++, c'est la partie le plus métier qui correspond aux besoins de finance, qui comprend les calculs financiers. Et donc là, on utilise avec l'utilisation de C++ en termes de close to the metal, c'est-à-dire la possibilité de vraiment optimiser les calculs financiers, et qui est aussi adapté au monde des grants, des mondes des banques, en termes de la possibilité d'éteindre ces modèles pour que les clients puissent implémenter leur propre modèle. En termes de Java, on voit un réel bénéfice de Java en termes de la capacité d'interfacer avec des systèmes externes, soit via du monitoring, du message-oriented middleware, l'authentification des services web. On voit un pléthore de librairies, soit des librairies tierces ou des JDK, qui nous donnent out of the box une certaine facilité pour interfacer avec des systèmes externes. Et puis, la gestion de threading dans le JVM, surtout pour ce qu'on voit dans le JDK6, facilite énormément la mise en place de montée en charge. Alors, si on fait un premier point sur un premier retour d'expérience sur le Java, c'est clair que par rapport à la C++ qu'on a traditionnellement utilisée, il y a la question de portabilité et énormément facilité. Il y a un gain de productivité, c'est-à-dire un langage plus haut niveau, et surtout un écosystème derrière des librairies et d'outils qui est très avancé, et une grande communauté de développement, c'est-à-dire un accès aux développeurs, faciliter plus aux développeurs en Java que les développeurs en C++ spécialisés dans la finance. Cela dit, il y a nous, on a vu certains problèmes avec l'utilisation de Java, notamment l'explosion de librairies. C'est-à-dire que tant
on est très content d'avoir cette disponibilité des librairies open source à notre disposition. La facilité par laquelle un développeur puisse intégrer une librairie, l'utiliser, intégrer dans le code, peut nous amener dans une situation très difficile en termes de maintenance, en termes de conflits, en termes de gestion de ces librairies. Et surtout où il y a beaucoup d'interdépendance sur certaines librairies clés, il faut faire attention à l'utilisation de ces librairies et le chemin de mise à jour de ces librairies. Ce qui nous a amené à mettre en place une gouvernance relativement stricte par rapport à l'utilisation des librairies tierces. Un autre point qui est très important à ne pas exclure, c'est le risque de propriété intellectuelle. Et donc, il a fallu, encore une fois, mettre en place une gouvernance à ce niveau-là pour faire de due diligence par rapport aux librairies qu'on utilise, par rapport aux licences, pour ne pas mettre notre propre propriété intellectuelle à risque, ce qui peut arriver très facilement. On a marqué l'optimisation en tant que risque. Je ne dirais pas que c'est pas plutôt un risque, mais plutôt un défi, c'est-à-dire que l'organisation doit être capable d'avoir des connaissances détaillées en termes de garbage collection pour accompagner l'utilisation massive de Java. Donc à Murex, est-ce que finalement quel est notre bilan? D'une part, il y a un historique par rapport à de nombreuses années d'investissement dans la partie calcul, dans la partie métier en C++. Ça, on ne peut pas le mettre de côté. En plus, C++ nous apporte une véritable la possibilité de véritablement optimiser notre code de calcul. Et en plus, nos clients vis-à-vis des chiffres financiers qui sont sortis ont une grande sensibilité. Donc, il faut faire très attention vis-à-vis des changements de la manière par laquelle ces calculs sont faits. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que notre approche actuellement, c'est de continuer l'utilisation de C++ pour tout ce qui est calcul, tout ce qui est métier financier. Et pour ce qui le reste, vu les gains de productivité, vu la facilité de développement, vu l'environnement, vu l'accès aux développeurs, d'utiliser Java pour le reste. Cela dit, en termes de facteurs clés de succès, l'utilisation des langages est une partie, mais c'est qu'une partie. Et ce qu'on voit, on va voir dans les prochaines, pour le reste de la présentation, c'est d'autres facteurs de succès, facteurs clés de succès qu'il faut pour accompagner ce développement. Jean-Pierre. Oui, merci. Oui, donc effectivement, quand Greg m'a proposé de faire cette présentation, on a initialement ciblé la discussion sur Java, et en particulier Java dans le domaine de la finance. Et puis assez rapidement, on est arrivé à la conclusion que ce qu'on voulait probablement faire, c'était également partager avec vous d'autres problématiques qui nous paraissent finalement tout aussi importantes que la problématique langage pour le succès de ce qu'on cherche à faire en tant que compagnie. Alors juste pour vous donner un tout petit peu de background sur l'importance des langages. Bon, personnellement, moi j'ai commencé à travailler à une époque où en fait on travaillait encore en assembleur. D'accord. Donc jeune ingénieur sorti de l'école, j'ai eu la tâche de travailler en assembleur Z80 sur 16K octets. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui peuvent sympathiser avec moi, mais je mesure tout à fait qu'est-ce que ça veut dire que de travailler dans des environnements plus évolués, en particulier Java.
Maintenant, si vous allez chez Google, si on a bien compris, de leur point de vue, Java est même quelque part un langage qui n'est plus le langage leader. Donc eux parlent plus de langages de type Ruby, de type Python, qui d'après eux leur permettent de franchir une nouvelle étape en termes de productivité liée au langage. Maintenant, je dirais par rapport aux points qui nous paraissent les plus importants quand on aborde l'environnement de Murex, qui est un environnement concurrentiel. Murex est une société qui gagne sa vie en vendant du logiciel et en faisant en sorte que ses clients génèrent de la valeur, matérialisent de la valeur en utilisant ces logiciels. La question qui se pose assez rapidement, c'est qu'est-ce que ces clients valorisent? Et la conclusion à laquelle on est arrivé, comme tout le monde, je pense, dans le domaine du logiciel, après la phase initiale de séduction et d'intérêt que les clients peuvent avoir au début, c'est que ce qui compte, c'est des livraisons prédictibles. Et de ce point de vue-là, on s'est dit qu'aujourd'hui, on voulait également faire un tout petit retour d'expérience avec vous sur ce point, en espérant que j'ai passé à la bonne slide. Voilà. Le constat est le suivant, en fait. Les clients ont des attentes qui sont exprimées parfois. On a de la chance quand on peut avoir un backlog qui est, comme on le disait tout à l'heure, dans la précédente présentation, un backlog qui est bien exprimé, prioritisé, compris, sur lequel tout le monde est d'accord. Ma propre expérience, malheureusement, c'est rarement le cas. Donc, on a un backlog, effectivement. Ce backlog, il est plus ou moins mature, il est plus ou moins prioritisé. La priorité du backlog va changer assez souvent et il faut gérer cette complexité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine agilité, on va en parler avec Greg dans quelques minutes. Il faut aussi avoir la possibilité d'avoir les bonnes personnes. Un logiciel, c'est d'abord des gens. Avant d'être des process, c'est des gens. Il faut avoir des gens qui vont pouvoir prendre un problème assez compliqué et le décomposer en sous-sujets sur lesquels ils peuvent amener leurs propres compétences et contribuer. Et il faut que ces gens-là, bien entendu, travaillent ensemble dans la bonne unité d'exécution pour que la valeur se concrétise et soit agrégée à la bonne vitesse pour réussir. Donc, le premier point que je voulais mentionner ici, c'est que si on regarde un produit complexe, comme un produit Murex, il y a différents sujets sur lesquels il faut se pencher. Bien évidemment, il faut les bonnes features, il faut la bonne fonctionnalité de finance. Et pour ça, il faut des experts fonctionnels du domaine financier dont on parle. Il faut que le produit soit performant. Il faut que le produit soit opérable. Et il faut qu'on ait la bonne ergonomie, etc., etc. Donc, tout ça doit être mis en perspective et il faut s'assurer qu'on a les bons experts, les bonnes personnes autour de nous pour amener ce qui doit être amené en termes de solutions. Et il faut que ces gens-là travaillent ensemble. Le point fondamental que l'on trouve, et là-dessus je dirais Murex est un peu dans la situation d'une société qui est en croissance, c'est que la question de l'architecture est primordiale. L'architecture est ce qui permet de également séparer les problèmes en sous-problèmes et de faire en sorte que des gens vont travailler sur telle problématique plutôt qu'une autre et vont permettre au système d'évoluer de façon contrôlée. Ce qui n'est pas toujours facile quand on est parti d'un seul produit, focalisé sur un seul besoin. Et on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que le produit a démarré focalisé sur satisfaire un besoin d'un type d'utilisateur dans la salle de marché, le trader. Donc c'est ce qu'on appelle le front office, sur un type de classe d'actifs, ce qu'on appelle typiquement les produits dérivés. Et au fil du temps, le produit Murex a évolué pour couvrir l'ensemble des besoins des utilisateurs dans une banque, donc ce qu'on appelle le front, le back, les gens qui font du risque, et l'ensemble des classes d'actifs. Et pour ça, il faut avoir la bonne architecture, il faut faire évoluer le système pour quelque part créer une architecture quand le système existe déjà. C'est pas forcément simple. Donc, tout ça pour dire, et une dernière fois, je pense que vous le savez tous, le soft, c'est d'abord des gens. Donc il faut avoir les bonnes personnes, il faut avoir les bonnes compétences, il faut que ces gens-là se sentent investis, chacun de leur mission, et ensuite il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc de ce point de vue-là, en conclusion, comment est-ce qu'on est organisé? Mais en fait,
Moi, je suis toujours admiratif quand je vois les gens de Google et d'autres parler de comment est-ce qu'ils travaillent. Parce que tout a l'air fluide et simple. Et mon expérience personnelle est que c'est pas toujours aussi facile pour nous de dire, effectivement, si tu as un projet qui va sortir dans 2 mois et que tu ne connais pas SQL, tu vas apprendre SQL et tu vas faire le travail. Ça peut marcher ponctuellement. Mais fondamentalement, si en tant que compagnie avec une taille qui est celle de Murex, et pas celle de Google, on n'a pas le réflexe de dire où va le marché, conséquemment où doit aller le produit, quels sont les talents qu'on doit avoir, quels sont les gens qu'on doit développer et recruter pour qu'ils puissent nous amener leur savoir et contribuer, eh bien, on va peut-être ponctuellement pouvoir dire à quelqu'un, bon, tu connais pas ce sujet, apprends-le. Et résilier quelque chose, mais au niveau de la compagnie, qui est pas immense, hein, c'est une compagnie de 1500 personnes, donc taille moyenne, ça ne marche pas. Donc, conclusion là encore, une organisation fonctionnelle avec des rôles, donc des équipes qui sont en charge de comprendre les besoins, des équipes qui sont en charge de faire du développement avec le bon langage, Java ou C++, comme Greg le mentionnait, des équipes qui sont en charge donc dans le développement, de faire soit du développement métier plus finance, soit du développement technique plus plateforme, des équipes qui vont être transverses. Ça, c'est quelque chose que on s'attache vraiment à maîtriser, qui est comment faire en sorte que l'équipe 1 et l'équipe 2 et l'équipe 3 et l'équipe 4 travaillent ensemble et délivrent la valeur attendue au moment voulu. Et là, on ne parle pas de faire en sorte que les gens travaillent avec Scrum. Effectivement, je pense que ça, c'est relativement facile et compris maintenant. Tout le monde à peu près le fait. Mais comment est-ce que plusieurs équipes qui vont faire du Scrum ou des dérivations de Scrum ou de méthode agile vont travailler ensemble pour sortir la feature dont on a besoin, pour rester compétitif sur tels aspects de ce que les clients nous demandent. Voilà. Donc, des gens qui sont spécifiquement en charge de orchestrer les développements à travers plusieurs équipes. Et puis, dernier point, par rapport aux exigences de nos clients aujourd'hui en termes de qualité, en termes de l'ensemble des aspects fonctionnels et non fonctionnels dont on parlait auparavant, aujourd'hui, notre conclusion est qu'on a besoin de gens dont la mission est de faire du test, dont la mission est de faire de l'ergonomie, parce que aujourd'hui, on n'a pas, je dirais, on n'est pas arrivé à la même conclusion que Google. Je trouve que Greg et moi-même avons eu l'opportunité de discuter avec James Whittaker en novembre dernier, où il nous a dit effectivement que le test chez Google n'était pas quelque chose qui était extrêmement développé. Et ça reste un peu une limite pour moi, honnêtement. Nous, on est plutôt dans un mode à la Microsoft, 2 développeurs, un testeur. Et on a un investissement assez conséquent en test. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de sortir nos produits avec un niveau de qualité acceptable pour nos clients. Donc je ne dis pas qu'on va pas chercher à faire évoluer ça, mais aujourd'hui c'est juste l'état de l'art chez Murex, et je pense que c'est l'état de l'art dans beaucoup de compagnies également. Et donc on a des gens qui sont missionnés, formés et qui viennent au travail motivés en tant que testeurs et d'autres fonctions de support. Voilà, donc ça c'est pour l'organisation. Maintenant, j'ai une slide qui tue. D'accord ? Celle-là, c'est pour faire réagir le public, en fait. Hein. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Qu'est-ce que cette slide essaie de dire ? En fait, elle essaie de dire plusieurs choses. Premièrement, les méthodes de développement logiciel d'une entreprise comme Murex, et je pense comme beaucoup d'entreprises, ne sont pertinents que s'ils sont alignés avec la stratégie de la compagnie. Qu'est-ce que la compagnie cherche à faire? Quels sont les objectifs business? Comment est-ce qu'on aborde un marché? Et donc, en conséquence, comment est-ce qu'on va développer nos produits? Comment est-ce qu'on va maintenir nos produits? Ça, c'est le premier point. Donc, spécifiquement, qu'est-ce que cette slide veut dire? En fait, cette slide dit, il y a une petite dizaine d'années, Murex a décidé que pour continuer à grandir, nous ne pouvions plus supporter nos clients avec une code line par client, ce qui était le cas auparavant. Client A, une code line, client B, une code line. Donc il a été pris comme décision stratégique de dire l'ensemble de nos clients, avec tous leurs besoins individuels et parfois conflictuels, seront servis par une seule code line. C'est ce qu'on appelle la mainstream. Donc cette code line est maintenue en continu, avec des mécanismes d'intégration continue, et évolue
au fil du temps, en agrégeant les demandes qui viennent de l'ensemble des clients. Ensuite, de cette code line, on tire des projets. Donc les projets clients sont délivrés par des équipes projets qui eux-mêmes vont faire du code, vont faire du complément de customisation, etc., etc. Si on va, et donc point en ligne avec ce que je disais auparavant, des équipes focalisées sur la livraison d'un projet à un client donné, en collaboration avec les gens qui s'occupent de la mainstream. Maintenant, si on va en amont, qu'est-ce que cette slide veut dire? Cette slide veut dire, en fait, la chose suivante. Pour que l'on ait l'agilité nécessaire pour servir les différents clients, pour répondre au mouvement du marché, il faut qu'on ait des équipes autonomes. Et donc, chez Murex, il n'y a pas, je dirais, de planification stratégique, il n'y a pas de grand maître qui va faire quoi. Il n'y a personne qui vient en disant voici le grand plan de ce que Murex va développer sur les 3 ou 6 prochains mois. Il y a plutôt des équipes qui sont relativement autonomes et qui travaillent soit sur une partie de la roadmap, soit sur un projet client donné. Et ces équipes sont multifonctionnelles. Donc, c'est ce que vous voyez en haut, un peu sur la gauche, avec des contributions d'un product manager, qu'on appelle Product Evolution Services, de développeurs, de gens du test, quality control, et des gens qui sont des spécialistes d'architecture et de performance, par exemple. Donc, ces gens-là travaillent sur une évolution spécifique du produit, en général sur une branche de développement ou sur des branches plus rapides, qu'on appelle les dev fixes, et se mesurent par rapport à leur capacité à amener le développement à un niveau de qualité adéquat pour qu'ils puissent rentrer dans la mainstream. Donc ça, c'est un des petits nombres de choses que l'on a définies au niveau de la compagnie et qu'on continue à faire évoluer, c'est quels sont les quelques critères que l'on veut observer en tant que sortie de chacune de ces équipes pour pouvoir rentrer les évolutions en question dans la mainstream. Donc vous voyez les KPIs qui sont mentionnés. Ensuite, et pour terminer sur cette slide, une fois qu'on a couvert la problématique de tel développement pour tel client ou telle partie de la roadmap, on retrouve la dimension produit dans son ensemble. Le produit MX.3 est un produit assez vaste, comme on le disait, qui a par vocation plusieurs grands sous-systèmes et qui doit être testé en tant que produit dans un ensemble. Donc on a des gens qui sont dédiés à faire du test système. Donc là, c'est là où on retrouve la dimension testeur professionnel, des gens qui font du test système, qui testent le système dans son ensemble, et des gens qui sont dédiés à la performance. La performance est importante et de plus en plus importante dans nos marchés. Et tous ces gens-là collaborent dans le cadre d'une release, orchestrée par un release manager, de la façon que l'on veut la plus fluide possible. Je pense que là, je vais faire la transition vers Greg et l'agilité, mais fondamentalement, on a vraiment cette approche de ce que j'appelle just enough processes, qui est ce que les Américains appellent parfois le principe de subsidiarité. On ne met au niveau de la compagnie que ce qui est absolument nécessaire pour que l'ensemble des gens puissent travailler ensemble et régler les problèmes qu'ils ne peuvent pas régler à leur niveau. Voilà, donc je crois que je n'ai terminé pour ma présentation sur la partie prédictabilité et on va passer à l'agilité, mais juste en conclusion peut-être, je vous dirais les grands messages par rapport à notre thème principal de langage. Les langages indéniablement sont importants. Java nous a beaucoup apporté, comme on l'a vu. Je pense qu'on était un peu avec C++ gelé aux entournures quand il s'agissait de faire croître le système. Maintenant, c'est un élément du succès. Les autres éléments, être capable de garantir à nos clients que ce qu'on va leur livrer est prédictible et qu'il n'y aura pas trop de surprises par rapport à ce qu'ils recevront. Et ceci dit, et là je vais passer à la période à Greg, tout aussi important, une fois qu'on a assuré ce niveau de lisibilité et de transparence sur ce qu'on va faire, l'agilité. Donc comment est-ce que l'on adapte ce que l'on cherche à faire en fonction des priorités immédiates des clients, des projets, d'un concurrent qui décide de faire quelque chose qui nous pose problème. Voilà, donc Greg, si tu veux bien continuer. Merci Jean-Pierre.
L'utilisation d'Agile est relativement récente à Murex, mais a eu un très grand impact. C'est-à-dire que ça nous a permis de croire dans notre possibilité si je prends la phrase du manifesto Agile, to deliver working software. Donc, c'est une approche que maintenant on utilise lors du développement des nouvelles fonctionnalités, soit dans un cadre de l'amélioration de produits d'un sens stratégique, ou dans le sens d'un développement qui est plus lié à un projet donné et forcément est limité est défini dans le temps avec un scope donné et avec un niveau de qualité requis. Donc, clairement, il ne suffit pas juste de dire on est agile et on se met tout ça en place. Il nous a fallu du temps à trouver une organisation en interne pour orchestrer ces genres de développement. Clairement, il nous a fallu trouver des personnes capables de suivre les développements, des coachs ou des sprint masters pour séquencer la cadence du projet, soit au niveau quotidien, soit au niveau de la revue d'itération, et de coordonner la partie de développement avec la partie fonctionnelle qui est suivie par les experts fonctionnels. Je dirais, en gros, ça a été un grand succès. Ça nous a permis d'effectivement livrer et de garder dans les mains des responsables fonctionnels, de leur donner le choix à un moment donné à quoi livrer. Et d'avoir l'agilité dans ce sens-là, de dire qu'est-ce qui est important de livrer à un moment donné. Par contre, là où on a eu plus de difficultés, c'est la mise en place la mise en place d'un équilibre entre les besoins fonctionnels et les besoins techniques. Et donc, il y a une tendance qu'on a trouvée dans les projets agiles à privilégier l'aspect fonctionnel au détriment de l'aspect technique. Et c'est là où il faut une gouvernance, il faut une bonne entente entre la direction technique d'un projet et les demandes fonctionnelles, pour trouver un équilibre entre fonctionnel et technique, et de arbitrer entre ces deux points. Ce qui demande finalement quelque chose de très simple, quelque chose de très humain. Ça demande la confiance entre les différentes personnes qui travaillent dans un projet. Un autre aspect sur lequel on a appris sur le terrain, c'est le danger de l'architecture émergente. C'est-à-dire que si on accepte, on essaie de suivre une approche tout agile, on développe au fur et à mesure juste ce qu'il faut pour atteindre le prochain fonctionnel. Au fur et à mesure, on arrive avec un système où l'architecture diverge. Et donc, d'un point de vue global, le TCO, le coût de la plateforme va augmenter parce qu'il va avoir
il va y avoir des différences entre les différents modules, différentes façons d'opérer, différentes façons d'implémenter la résilience. Et donc, c'est pour cela qu'on a mis en place un cadre pour essayer de suivre, trouver encore une fois l'équilibre entre les développements agiles, développer au fur et à mesure les fonctionnalités nécessaires, mais aussi, dès le départ d'un projet, placer ces développements dans un cadre, c'est-à-dire dans une architecture, pour être sûr dès le départ que le développement va être cohérent dans le sens de la plateforme. Il ne faut pas sous-estimer l'aspect test, l'aspect TDD pour assurer une bonne qualité de test et mettre en place la structure, assurer que la structure de code est d'une certaine et intrinsèquement d'un bon niveau de qualité. Mais on a en complément de l'approche TDD, on a ajouté une approche race-based, c'est-à-dire qu'on regarde la globalité des développements et on essaye de mesurer l'impact de différents types de problèmes qui peuvent arriver dans le développement et essayer d'allouer des ressources de test qui finalement, comme les ressources de développement, comme les ressources de management, comme toute autre ressource, sont finies. Et donc, essayer de cibler bien les types de tests qu'on met en place. Et finalement, une définition, un suivi de métriques de qualité en termes de couverture des tests, en termes de bugs connus via des outils type Find Bugs, Check Style, etc. Alors, il y a un aspect très important pour nous qui accompagne le développement agile, et c'est la mise en place d'un environnement d'intégration continue. Et de l'expérience, nous avons galéré à mettre en place un système d'intégration continue qui est fiable. C'est-à-dire que très facilement, on peut télécharger un Hudson, synchroniser le code, lancer des tests, être fier de nous parce qu'on voit le ballon vert dans le site web et on dit que le tour est fini. Mais finalement, on a découvert que dans la durée, mettre en place l'intégration continue est difficile. Et donc, à un moment donné, on a pris le temps d'investir dans un environnement d'intégration continue qui elle-même est d'une certaine manière dans une intégration continue. C'est-à-dire, on va déployer un environnement de CI, d'environnement continu dans un machine virtuelle. Et dans cette machine virtuelle, on va mettre tout ce qui est nécessaire par équipe pour assurer le développement, pour assurer les différents aspects d'intégration continue. Donc, dans un cadre Java, il s'agit d'un Hudson, il s'agit d'un Nexus pour accélérer le développement Maven en version snapshot. Il s'agit de la mise en place d'un sonar pour avoir les différentes métriques centralisées par rapport à un projet et d'avoir un fitness qui peut être utilisé par nos testeurs et par les consultants fonctionnels pour leurs tests type BDD, pour promouvoir la test fonctionnelle pendant la phase de développement. Donc, ça c'est l'environnement de base. Là où on est allé un peu plus loin
c'était de faire en sorte que toute configuration de notre environnement d'intégration continue est elle-même stockée sous source control, à l'occurrence dans un GitHub EOS. Et donc, l'environnement elle-même peut être créé et scripté à partir des scripts. Donc, les scripts pour créer des sonars, des Hudson, etc., en complémentarité avec des fichiers de config, veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut détruire notre environnement, on peut le recréer à n'importe quel moment. Si on trouve une amélioration par rapport à une version de Hudson, on teste dans une branche Git, on vérifie que ça marche, et puis les équipes, par la suite, l'équipe de développement, peuvent intégrer ces améliorations dans leur propre branche. Donc, c'est ça le sens de l'intégration continue de l'environnement eux-mêmes. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais pour nous, c'est une façon d'industrialiser la façon de travailler à l'intérieur de Murex, et notamment d'être sûr qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont toujours visibles, la possibilité de builder, la couverture des tests et toutes les métriques autour. Je suis à la fin des slides. Jean-Pierre, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? On passe aux questions. Je pense peut-être juste en complément à ce que Craig vient de mentionner, cet aspect industriel de l'environnement de travail est très important pour nous parce que, comme il le disait, les gens sont comptés, on a un certain nombre de personnes on board. Et ce qui nous est demandé, par contre, est en taille beaucoup plus conséquente que ce qu'on sait faire à un moment donné. Et donc toute possibilité d'industrialiser, de faciliter l'accès aux gens à un environnement de travail prédéfini, déjà validé par d'autres personnes, nous aide. On n'est pas vraiment dans un mode où on peut dire à quelqu'un, bon, effectivement, ça t'intéresse, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas? On peut le faire très ponctuellement et on le fait parfois, mais en règle générale, on est quand même assez contraint par le temps. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes personnellement sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un investissement dont on mesure maintenant l'intérêt, puisqu'on a maintenant... Autant auparavant, l'adoption de ces procédés était, comme le disait Craig, bon, les gens essayent, si des lampes s'allument, passent au vert, et puis ensuite ça retombe un peu comme un soufflet quand les leaders d'opinion partent dans une autre équipe, etc. Maintenant, avec ce genre d'approche, on a beaucoup plus d'adoption et de pérennité en fait d'utilisation, et on en voit les bénéfices ensuite derrière, parce qu'effectivement sur les aspects comme la transparence, la qualité, on peut voir les bénéfices. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais rajouter sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si j'ai bien compris, vous avez dit que vous gardiez du C++ pour le code métier pour des raisons notamment de performance. Quelles sont vos exigences en termes de latence qui justifient le fait que vous ne passiez pas sous Java, et comment vous mesurez les pertes éventuelles de passer sous Java sur ces codes-là? Déjà, il y a... oui. La question, je vais essayer de la résumer. La question, c'était quels sont nos besoins en termes de latence par rapport au code C++ en termes de performance. Comment on a mesuré ça? Pourquoi on n'est pas passé en Java, si j'ai bien compris?
je veux dire, il y a avant tout une question très très pratique là-dedans, c'est que ça fait 25 ans qu'on existe et pendant les premiers 15 ans, la majorité du code a été fait en C++. Donc il y a un aspect très pratique, c'est-à-dire qu'on a une énorme richesse fonctionnelle qui existe aujourd'hui en C++. Donc, d'une certaine manière, la question ne se pose même pas de passer en Java, vu l'énorme investissement que ça demanderait de passer ce code vers du Java. Par exemple, on suppose que vous pouvez avoir une nouvelle fonctionnalité, j'ai vu de la VAR, quelqu'un vous demande un nouveau type de VAR, par exemple, une nouvelle fonctionnalité. Est-ce que, vu que la raison, j'ai l'impression qu'elle est purement historique et pas vraiment de performance, mais pour des nouvelles fonctionnalités, est-ce que vous posez la question de mettre la nouvelle fonctionnalité dans du Java ou vous continuez de mettre la nouvelle fonctionnalité dans du C++? Tout ce qui est calcul se fait dans le C++. Tout simplement, on est dans un environnement beaucoup plus productif parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut en termes de librairie, en termes d'infrastructure pour implémenter les calculs. En termes, tout ce qui est hors calcul se fait de plus en plus en Java. On le fait en Java où on peut parce qu'on sait que cet environnement est beaucoup plus productif. Alors, la question, c'est comment mettre en place, disons, gouvernance des librairies tierces dans un environnement de développement. Pour la partie Java, nous utilisons Maven. Et donc, tout simplement, nous avons une instance de Nexus qui est utilisée pour les builds de production. Et cette version de Nexus est excusez-moi, je n'ai peut-être pas été clair. En fait, c'était plus au niveau organisationnel qu'au niveau technique, j'imagine. Oui. Au niveau organisationnel, comment vous faites le choix qu'une librairie est une opportunité ou au contraire qu'elle ne l'est pas? Parce qu'elle fait prendre un risque au niveau de déploiement, comment ça se passe? Puisqu'il y a les architectes sont répartis dans plusieurs équipes. Donc la question c'est plutôt comment, d'une façon organisationnelle, comment on décide quelle librairie on accepte ou pas. C'est plutôt ça. Ça se fait de manière collégiale. On a un groupe de personnes dans Murex qui sont tâchés de veiller sur les différentes librairies qui sont utilisées. Il y a un aspect légal, donc c'est-à-dire les personnes qui spécialisent des contrats légaux, de tous les différents types de contrats légaux. Après, il y a des personnes techniques qui connaissent bien les librairies, qui connaissent l'existant. Et donc après, il y a une question de mettre en place, de prendre en compte les différents facteurs, regarder les librairies et de cette manière de trancher par rapport à l'utilisation de librairies, de éliminer où c'est possible les différentes librairies qui font la même chose finalement. Et donc soit
il y a eu une grande phase de sensibilisation auprès des développeurs pour dire que l'utilisation de librairies tierces peut être dangereux. Ça, c'est une partie de la question en termes de la perte de l'IP. Et puis un deuxième aspect, c'est que finalement, il faut avoir un pouvoir organisationnel de certaine manière de bloquer l'utilisation de librairies. Donc c'est un peu... il y a un aspect de persuasion vis-à-vis des gens, et puis il y a un aspect de strict contrôle de librairies qui entrent dans le produit. Voilà. Donc, sur cet aspect-là, par exemple, ce matin, j'ai reçu un message des gens qui suivent le code sur la mainstream, qui me disaient, voilà, il y a 7 librairies supplémentaires open source avec lesquelles on n'est pas confortable. Est-ce que tu es d'accord pour que l'on bloque la release pour enlever ces librairies? J'ai dit oui. C'est le type de enforcement qui est en place. Donc à un moment donné, on bloque. Et qu'on dit non, c'est pas possible. Voilà. Oui. J'ai deux questions très courtes. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui développent en C++ et en Java? La deuxième, c'est au niveau du CI. Est-ce que vous avez réussi à mettre en place la même chose sur la partie C++ que ce que vous avez réussi à mettre avec Sana, des tests unitaires côté Java? Parce que nous, on a un problème pour tout ce qui est mesure de la taille technique sur la partie C++. Donc la première question, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui développent en C++ et en Java? Je dirais en général non. Cela dit, il y a je dirais plutôt une minorité des développeurs qui peuvent développer dans l'un comme dans l'autre. Ça c'est par rapport à la première question. La deuxième question était, est-ce qu'on a réussi à mettre en place l'environnement de développement pareil pour le développement C++? La réponse est oui. Je suis pas la meilleure personne pour répondre aux détails de l'environnement. Je vois quelques personnes dans la salle qui pourraient sûrement répondre à la question avec plus de précision que moi. Donc on peut en parler après si vous voulez. Vous avez choisi donc Java pour le client. Pourquoi vous n'avez pas choisi .NET parce qu'au niveau de la rapidité des développements, c'est pareil? Je ne sais pas. Je n'étais pas là quand la décision a été prise. Ça date d'un certain temps. Je peux... j'aurais pensé que lors du choix de Java, le monde graphique en Java était promu à une plus belle carrière que finalement c'est passé, d'une part, et deuxième part que ça a permis une homogénéité des technologies, étant donné que la partie serveur était déjà en Java. Ça aurait été my best guess par rapport à la question. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu... Non, moi je suis arrivé après toi. Donc tu as des éléments là-dessus. Et je poserai la question. Je dirai la même chose, ceci dit. Et Murex tourne sur un serveur d'application La question est, Murex est toujours sur un serveur d'application? Non, toute l'infrastructure de distribution est fait maison. Donc il n'y a pas de serveur d'application, il n'y a pas d'IGB, il n'y a pas... c'est du custom fait maison qui a été mis à épreuve en production maintenant pendant des années et des années, qui a été optimisé, etc. C'est quelque chose qu'on maîtrise, sur lequel on a investi beaucoup d'argent finalement, mais finalement c'est quelque chose qu'on maîtrise de bout en bout et qui nous sert bien aujourd'hui.
ça s'était plutôt bien passé, mais aussi si ça avait eu des impacts aussi sur l'organisation globale de l'entreprise ou seulement au niveau peut-être du service développement, ou est-ce que c'est allé au-delà de la mise en place vraiment de l'agilité? Est-ce que c'est vraiment développé? Est-ce que des impacts je sais pas, aux gens qui font du commerce, jusqu'au marketing? Est-ce que ces gens-là, ils ont été impliqués dans la transition ou pas? Ou ça reste local au développement? Non, je peux peut-être donner quelques éléments de réponse. Je dirais la mise en place d'équipes agiles individuelles, finalement, s'est faite assez facilement. Par contre, ce qui a été constaté très vite, c'est que ça ne résolvait pas les problèmes dont on a parlé, les problèmes de collaboration, de coordination entre les équipes. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu une certaine désillusion par rapport à Agile sur laquelle on a dû retravailler. En expliquant finalement dans quel contexte est-ce que Agile pouvait fonctionner chez Murex, et c'est typiquement ce que j'essayais d'expliquer dans la présentation, en ayant finalement cette dualité d'équipe Agile autonome et puis ce backbone d'intégration et les éléments d'architecture et de project management transverse qui permettent de lier le tout. Mais effectivement, il y a eu une phase de doute. Voilà, après que les gens aient promis finalement que Agile répondrait à un certain nombre de problèmes et que ça ne s'est pas passé. Donc on est en train maintenant de passer dans la deuxième phase. Mais là, c'est complètement déployé l'agilité au sein de l'entreprise, enfin, toutes les équipes. Je dirais oui. Mais on n'a pas il n'y a pas de la méthode Agile Murex. Oui. Il y a pas mal d'équipes qui, par contre, font du Scrum by the book, maintenant, je crois, plus ou moins. Et la philosophie, là, oui. Agile a bien été distribuée, a bien été... Oui, clairement. Oui, on est en release de 4 mois, il y a des itérations, etc. Oui. C'est terminé. C'est terminé. Merci de votre attention. Merci.